Bonjour à tous, bonjour Monsieur Buffet. Bonjour maître. J'espère que vous allez bien. Oui, et vous? Vous Bon, avez l'air en moi ça. pleine forme. Eh ben, ce n'est pas qu'une apparence. J'ai- c'est pas l'actualité qui me réjouit, mais j'ai réussi, si vous voulez, à m'organiser un peu, à organiser le travail. Et effectivement, ça, on peut dire que en ce moment ça carbure. Oui, Donc je peux pas évoquer toutes les affaires en même temps, le même jour. Mais je voudrais vous parler justement d'un dossier qui m'a récemment pris une bonne semaine, c'est-à-dire un peu plus d'une semaine. oui, Et c'est un dossier que les gens connaissent, hein, puisque c'est le dossier du Léon Bloy. oui. Le Léon Bloy, c'est-à-dire le salut par les Juifs. L'ouvrage Le salut par les Juifs de Léon Bloy. Et d'ailleurs, je crois même que la première fois que nous nous étions vus, c'était au sujet du Léon Bloy. Oui, oui, Ou au exactement. moins, au moins l'une des premières fois. On avait fait deux enregistrements, un premier sur l'affaire, enfin sur vos plaidoiries, et puis le deuxième, vous nous aviez lu quelques extraits. Oui. C'est d'ailleurs très très intéressant, quelques extraits de lus par les Juifs de Léon Bon. Bloy. Euh, Alors, si les auditeurs sont sages, tout à l'heure, oui, je relirai à nouveau un extrait. oui, Mais peut-être, peut-être, certainement, est-il nécessaire de rappeler les péripéties de cette affaire. oui, oui, parce que Et ça remonte déjà c'est à compliqué. 7-8 ans, non? Eh ben, écoutez, ça commence, je vais vous dire, ça commence en 2013. Oui, c'est ça, oui. Et alors, je n'étais pas encore avocat d'ailleurs de Culture pour tous, la maison d'édition fondée par Alain Soral. Oui, Je ne suis intervenu, je vous dis ça de tête, qu'en 2015. oui, J'ai fait d'ailleurs le compte, j'ai repris tout le dossier. J'ai fait le compte des avocats qui sont intervenus dans cette affaire pour Culture pour tous, et j'en ai compté 8. Peut-être en ai-je oublié certains. Je dirai pas leur nom parce que pour certains d'ailleurs, ils étaient que postulants, postulants, ils s'occupaient que de la procédure, et puis d'autres ne souhaitent pas être, disons, affichés, comme on dit. oui. Mais une bonne huitaine. On les comprend, étant donné Alors c'est pas moi qui pourrais leur faire ce reproche. Je les comprends d'autant mieux que je suis sous la surveillance constante. Il faut que les gens le sachent, de la LICRA. oui, C'est-à-dire le moindre mot que je peux prononcer qui est susceptible d'être mal interprété parce que par moi prononcé, peut me valoir et me valent bien des mots me valent des ennuis, oui, bien des mots me valent des mots. Bon. Et comme dans le même temps, je dois défendre des gens qui sont poursuivis pour avoir dit finalement très peu de choses. Vous savez, les gens ne se rendent pas compte du degré de censure oui, que nous subissons en France. Et je me faisais cette réflexion. On nous dit toujours la liberté de penser est totale. C'est l'abus de la liberté d'expression qui est sanctionné. Vous savez, on peut penser ce qu'on veut, simplement il faut pas le dire. oui, Mais en réalité, c'est très pervers comme idée, parce que la liberté de penser passe par la liberté d'expression. oui, Si vous pouvez plus exprimer vos pensées, oui, si vous pouvez plus échanger avec autrui, si vous pouvez plus en discuter, même dans un cadre privé, oui, mais vous pouvez plus penser non plus. Comment est-ce que la pensée pourrait avancer s'il n'y a pas d'expression? Vous oui. Bah, voyez? vous pensez dans votre langue tout de même, c'est donc, enfin, à moins que, Oui, mais sans échange, oui, s'il n'y a pas interaction oui, avec quelqu'un d'autre, si vous ne parlez pas ou si vous n'écrivez pas, à mon avis, la pensée stagne. oui, On peut pas avancer sans échange. oui, Hein. Donc en réalité, toute cette censure, elle a pour effet de
de nous abrutir, c'est-à-dire nous ne pouvons plus réfléchir. C'est ça le grand danger du système actuel. Bon, ça c'est un long préambule qui pourrait suffire peut-être d'ailleurs pour l'émission, mais puisque j'ai promis de parler du salut par les Juifs, il faut alors dans mon effort, parce que je dois faire aussi œuvre de pédagogie devant les magistrats, puisque là nous avons des audiences à venir devant la cour d'appel de Paris, et c'est pas évident pour eux non plus. Et alors j'ai trouvé une formule qui permet peut-être de manière plus vivante d'expliquer ce qui s'est passé. J'ai présenté, parce que moi ça m'a aidé à clarifier. Je l'ai présenté sous la forme du théâtre classique. Dans le théâtre classique, il y a 5 actes. 5 actes. Et ben dans notre affaire, il y a également 5 actes. Avec, oui. Et alors, il y a dans notre affaire, j'ai pu placer de manière très traditionnelle le chant du cœur, vous savez, c'est-à-dire les prologues, les interludes, pour expliquer, pour commenter au public ce qui se passe. Alors, en guise de tout début prologue, pour qu'on comprenne, il faut remonter bien avant 2013, il faut remonter en 1886. Parce que 1886, c'est le moment, l'année où paraît La France juive d'Édouard Drummond. Bon. Oui. Ça, c'est là que l'histoire commence, en fait. On est même à peine avant l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus commence en 1895. Et en fait, le livre La France juive de Drummond est la cause, j'aurais dit l'une des causes, mais c'est peut-être la cause, effectivement, d'un nouvel antisémitisme qui est fondé, parce que il faut rappeler que Drummond était un homme de gauche et c'était un sociologue. C'est un sociologue, un économiste. Donc c'est un antisémitisme qui n'est plus anti-judaïque, mais c'est un antisémitisme qui est fondé sur la sociologie et l'économie. Si tant est que l'antisémitisme puisse être fondé sur quoi que ce soit. Oui, non, je mets en garde. Je vous arrête tout de suite. Oui, voilà. Je mets en garde l'auditoire, bien évidemment, et je ne dis pas ça, c'est pas à prendre au second degré. L'antisémitisme est à la fois insondable et infondé. Bon, ou infondable, disons plutôt. Alors donc, et c'est important parce que c'est en attaque, c'est en contre-attaque que Léon Bloy publie Le salut par les Juifs. C'est une charge, comme il aimait le faire contre les écrivains de son temps, c'est une charge dirigée contre Drummond. Voilà. D'ailleurs, ça commence par là. J'ai perdu quelques heures précieuses de ma vie à lire, comme tant d'autres infortunés, les élucubrations anti-juives de Monsieur Drummond. Et je ne me souviens pas qu'il ait cité cette parole simple et formidable de notre Seigneur Jésus-Christ, rapportée par Saint Jean au chapitre 4e de son évangile. C'est l'alinéa précédent, Salus ex Judaïs est. Le salut vient des Juifs. Voilà. Donc ça, c'est la réponse du catholique intransigeant Léon Bloy au socialiste athée au départ, qui s'est converti au catholicisme, mais c'est peut-être pour des raisons purement politiques, le socialiste Drummond. Oui. Voilà. Et qui répond, un catholique ne peut pas être d'un tel antisémitisme. Voilà. Alors après, on pourra lire Le salut par les Juifs pour explorer la pensée de Léon Bloy, mais bon courage, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Léon Bloy aussi est un auteur insondable. Enfin, je veux dire, c'est un univers entier et c'est une littérature qui n'a pas fini d'être explorée. Alors, le Bloy, Le salut par les Juifs, j'ai recensé, a été réédité, a été d'abord édité 2 fois de son temps, et
en 1892 et en 1906. Et puis j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9 ou 10 éditions, et il doit en exister d'autres. Oui. Il doit en exister d'autres. Mais je dois dire tout de suite que ce serait une fausse piste que de se dire, s'il est édité par une dizaine d'éditeurs, encore récemment, comment est-il possible d'en interdire l'édition à Culture pour tous? Parce que, immédiatement, on rentre dans le caractère invraisemblable et en fait illégal, en réalité injustifié, de l'interdiction de l'édition de Léon Bloy, qui est dirigée exclusivement contre la maison d'édition Culture pour tous. Oui. Voilà. Donc là, il faut présenter les protagonistes parce que la scène ne se déroule qu'entre eux. Les autres éditeurs sont pas concernés, ni d'ailleurs au fond Léon Bloy. Alors les protagonistes sont d'un côté, c'est comme un match de boxe, hein. Oui. J'annonce le combat, donc on pourrait dire aussi que c'est un combat de boxe en 5 rounds, Oui. plutôt qu'un Bref, 5 actes, 5 rounds de 3 minutes chacun. Bon, alors on a en 1927 donc la fondation de la LICA à l'époque. Hein. Oui. Je rappelle qu'il s'agissait pour l'avocat Bernard Lecache, donc un confrère, qui avait défendu l'assassin à l'époque c'était un indépendantiste ukrainien exilé à Paris qui avait été assassiné. Bon, par visiblement un anarchiste qui était juif. Bon, c'était un juif de l'Est qui avait assassiné cet indépendantiste ukrainien. Et Bernard Lecache avait fondé alors, pour sa défense, à l'occasion de sa défense, la LICA. Oui. Bon. Alors en 1958, c'est la naissance d'Alain Soral, second protagoniste de cette affaire, journaliste, écrivain, polémiste, que la LICRA considère comme, disons, en un mot, le plus farouche antisémite de l'époque, de notre époque. Et là, elle mène contre lui une guerre, quasiment une guerre à mort, hein, parce qu'il s'agit, le but c'est de le détruire socialement, du point de vue personnel. Enfin, d'ailleurs, les guerres menées par la LICRA sont toujours des guerres totales. Hein. Il s'agit de faire perdre aux gens leur emploi. Enfin, je n'épilogue pas, je ne brode pas, mais il y a quantité de dossiers. On pourrait penser à Cassandre, mais il y en a quantité d'autres. C'est-à-dire que les gens perdent leur emploi, ne peuvent plus en trouver de nouveaux. On se fait tout pour les marginaliser socialement. On jette sur eux l'opprobre. Leurs familles ne veulent plus les voir, enfin voilà, bon, c'est la mort sociale, voilà, en un mot, la mort sociale. Donc Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation, mais qui est une association loi 1901, parfaitement légale, et donc fondateur d'une maison d'édition déclarée au registre du commerce et des sociétés, qui a pignon sur rue. Donc je le dis immédiatement parce que ce qu'on pourra invoquer, c'est la liberté d'entreprendre. Oui. Parce que quel a été le but de la LICRA? Le but de la LICRA, c'est de lutter contre Alain Soral. Il a fondé une maison d'édition. Donc, il fait du commerce, indirectement, hein, par le biais d'une société. Donc, le but de la LICRA, c'est de couler la maison d'édition. Uniquement. Ça n'a pas d'autre objectif. Vous pensez bien qu'elle se moque complètement de Léon Bloy. Elle se moque du salut par les Juifs. Le but, c'est de nuire à la maison d'édition. Donc, c'est pour ça que ce qui est en jeu immédiatement, je le dis, hein, je dévoile tout de suite le fond de l'affaire, en réalité, c'est même pas la liberté d'expression, c'est la liberté d'entreprendre. Puisque le but, il est là, il ne s'en cache pas d'ailleurs, hein. Le but, c'est de toucher Alain Soral au portefeuille. Bon. Alors, que choisissent-ils de faire? C'est l'acte 1. Ils saisissent, mais je vais abréger parce que je sens que ça risque d'être très long et les gens vont se lasser. Acte 1, on a le référé. C'est l'essentiel, hein. Le juge des référés, vous savez, c'est un juge qui est là pour aller vite et bien. Donc, on ne regarde pas trop dans le détail. Il faut que ce soit évident et
on sanctionne immédiatement, rapidement, sans discuter. Bon, c'est une procédure accélérée. Et le motif de la LICRA est intéressant parce que la LICRA nous dit l'ouvrage fait 126 pages et les provocations à la haine à l'égard des Juifs sont caractérisées à toutes les pages. Toutes les pages. Bon, on peut, j'ai regardé encore tout à l'heure, ils exagèrent. Oui. On peut bien trouver quelques pages où effectivement il n'y a pas de provocation à la haine à l'égard des Juifs. Bon, mais c'est important parce que leur motif, c'est de dire que tout l'ouvrage doit être interdit. Bon, on voit d'emblée que ça tient pas, puisque l'ouvrage est édité par plus d'une dizaine d'autres éditeurs sans du tout, sans encombre, sans problème. Bon, mais ils prétendent cela. Et que demandent-ils aux magistrats? Non pas l'interdiction de l'ouvrage, ce qu'ils auraient pu faire. Non, ils demandent au juge, et le juge va leur accorder, d'extraire de l'ouvrage une quinzaine de passages. Alors, c'est important parce que vous pensez bien qu'il est inenvisageable de biffer, de caviarder le salut par les Juifs. C'est comme de vouloir caviarder l'Odyssée, la Torah, la Divine Comédie. On ne caviarde pas un poème. Bon, et chaque ouvrage de Léon Bloy, en réalité, est un poème en prose. Léon Bloy était un poète, un prosateur. Donc, c'est le fond de l'affaire, si vous voulez. Ce jugement maquille un interdit sous la condamnation à extraire des extraits. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il demande la publication de l'ouvrage caviardé sous astreinte. Astreinte, ça veut dire si vous ne le faites pas, il y aura des sanctions financières. Sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction. Alors on a discuté plus tard de savoir si c'était 300 € par extrait. Ce qui fait 15 fois 300 € par jour. Voilà, donc, ce qui fait beaucoup. Donc ça c'est l'acte 1. Alors quand on a eu cette décision à l'époque, j'étais pas encore là, mais peu importe, Culture pour tous a immédiatement retiré des ventes l'ouvrage. Voilà. Bon, parce que il était impossible de l'appliquer autrement. Donc de toute façon, les ouvrages déjà imprimés, il fallait les retirer. Et puis il n'était pas question d'imprimer à nouveau Léon Bloy en se pliant à une pareille décision qui, on le voit bien, cachait sa réelle intention. Bon. Donc, suspend des ventes. On ne vend plus le salut par les Juifs de Léon Bloy, du moins dans cette édition chez Culture pour tous. Vous pouvez toujours, évidemment, trouver le salut par les Juifs chez d'autres éditeurs. Et Culture pour tous fait appel. Alors, pour d'obscures raisons de procédure, ça c'est la scène de l'acte, c'est la scène 2 de l'acte 1. Pour d'obscures raisons de procédure, l'appel est jugé irrecevable. Oui, pour des questions d'intitulé, du nom, d'une des parties. Enfin, c'est assez trouble. Les uns et les autres se rejettent la faute, mais irrecevabilité. Ça s'arrête là. Fin de l'acte 1. Voilà. Donc on est avec cette ordonnance de 2013, encore aujourd'hui, qui est définitive. L'acte 2, parce que le référé c'est provisoire, donc normalement il faut aller au fond pour avoir la décision définitive. Acte 2, la LICRA choisit d'aller au pénal. Donc on va devant le juge pénal, manque de chance, pour elle, l'action est prescrite. Ils ont laissé passer le temps. Prescription de l'action, trop tard. Extinction de l'action. La LICRA n'a plus d'action. Ça c'est l'acte 2. Fin de l'acte 2. Alors, à ce moment-là, que faire? Et là, il y a un moment d'immobilisme et de surprise, et on regarde de plus près l'ordonnance de 2013. Elle contient un vice formel. Un juge, normalement, quand il rend une astreinte en référé, il doit prévoir un délai. Il doit dire, il y a astreinte pendant un certain temps. Bien, il doit dire, il y a astreinte jusqu'à ce qu'un juge du fond soit saisi.
Or là, il l'a pas mentionné. Ce qui fait que l'astreinte, les 300 € par jour de retard, peuvent courir ad vitam aeternam, sans délai. Donc ça, c'est un problème. Donc, dès lors que la LICRA a perdu son action pénale parce qu'elle l'a laissé prescrire, la LICRA ne bouge pas, ça veut dire que Culture pour tous ne peut plus publier Le Salut par les Juifs, mais pour des raisons qui ne sont pas bonnes, parce que on peut pas normalement en rester à une décision provisoire prise de manière expéditive devant un juge des référés. Vous voyez? Donc là, il y a 5 ans qui s'écoulent. Et là, c'est là. Alors là, j'interviens et je dis, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Et c'est l'acte 3. Je tente une action au fond. C'est-à-dire, j'assigne la LICRA devant le tribunal judiciaire de Paris et j'essaie de trouver un fondement difficilement, parce que c'est difficile de dire, voilà, maintenant il faut examiner au fond, est-ce que réellement le livre de Léon Bloy est un brûlot antisémite? Est-ce que ça vaut la peine d'interdire à Culture pour tous de publier? Vous voyez, bon. Et c'est là qu'il y a un flottement. On est sur l'acte 3. C'est le retournement un peu de la pièce, le climax. Le magistrat m'explique que mon action n'a aucun sens, mais que de toute façon, ce jugement est absolument invraisemblable et on ne pourra pas l'exécuter. La France a déjà maintes fois été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Un juge des référés ne peut pas prendre une pareille décision. Donc, de toute façon, j'ai pas de souci à me faire. Elle peut pas être exécutée. Elle n'a pas l'autorité de la chose jugée, cette décision. Ah. Donc, je n'ai plus qu'à me désister. Parce que de toute façon, ma demande à moi, elle y est recevable. Bon. Donc, j'en avertis mon confrère de la LICRA. Je lui dis, écoutez, cette ordonnance de 2013, visiblement, elle vaut rien. Moi, je vais conseiller à Culture pour tous de remettre le Salut par les Juifs en vente. Bon. Et lui me dit, si vous faites ça, nous attaquerons. Je dis, écoutez, vous attaquerez, et puis comme ça, on réglera le problème, quitte à aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il est pas normal que l'éditeur soit comme ça dans cette situation. Bon. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que Culture pour tous a fait. Donc, il y a eu une période, jusqu'à épuisement du stock, où cet ouvrage, qui est véritablement un collector, cette édition de Culture pour tous a été remise en vente. Et la LICRA a fait venir un huissier et elle a laissé un peu le temps passer, histoire que les 300 € par jour de retard quand même courent. Et une fois qu'elle a estimé que la somme était suffisante, elle a saisi un magistrat pour liquider l'astreinte. Parce que ça, on n'est pas encore au stade de l'exécution, mais l'astreinte, c'est bien gentil de l'avoir prononcée, l'ordonnance de 2013, mais encore faut-il la liquider, c'est-à-dire évaluer, c'est-à-dire compter le nombre de jours, avec toute une série de discussions que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Bon. D'ailleurs, en première instance, le magistrat l'évalue à 200 000 €. Oui. Alors là, nous avons fait appel, ça a été réduit de moitié, pourvoi en cassation, ça aurait pu encore être discutable, mais on en est resté à peu près à 100 000 €. Ça, c'est l'acte 4. Donc, fin de l'acte 4, et nous en sommes à l'acte 5. Voilà. C'est le moment de vérité. L'exécution forcée. L'ordonnance de 2013, l'interdiction portée contre Culture pour tous pour diffuser le salut par les Juifs, cette exécution est-elle possible? Sur la base d'une ordonnance de 2013 qui est illégale, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée, etc. Donc c'est ça maintenant que nous allons discuter. Alors, il fallait le fait, il a eu lieu, c'est l'acte 5, scène 1, l'huissier a saisi une somme sur le compte de Culture pour tous. L'huissier a eu de la chance, il a pu tomber sur 50 000 €. C'est quand même une somme importante. 50 000 € ont été saisis par l'huissier. Donc, nous avons fait opposition devant le juge de l'exécution de Bobigny, qui a rejeté notre opposition, et nous sommes en appel. Voilà une procédure très compliquée. Vous voyez, 5 actes, et nous en sommes à l'acte 5, scène 3.
Peut-être y aura-t-il un acte 5, scène 4 devant la Cour de cassation et même un acte 5, scène 5 devant la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Parce que aujourd'hui, ce qui est en cause, ce sont deux choses. D'une part, le droit au procès équitable, Oui. parce que Culture pour tous n'a pas eu droit, malgré toutes les procédures, on n'a pas eu droit à un procès équitable, parce que le procès équitable, c'est la possibilité de se défendre, et ça n'a pas été possible sous la forme du référé. Oui. Le référé ne permet pas, c'est une défense normale, une défense régulière. Donc il n'y a pas eu de procès équitable, ça c'est la première raison. Et puis l'autre raison, c'est que la décision de 2013 cache, c'est une sorte de jugement frauduleux quelque part, qui cache, et fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout, c'est qui cache un interdit, tout simplement. Oui. Un interdit, et ça, un interdit de cette sorte, c'est de la compétence du ministre. Vous voyez, oui. S'il y a terrorisme, trouble à l'ordre public, etc., c'est l'exécutif qui peut prononcer ce genre de mesures, et pas un juge des référés. Bon, donc là, il y a une grave violation de la séparation des pouvoirs et des libertés publiques, sans compter la liberté de la presse. La presse, c'est-à-dire l'imprimerie. Oui. Voilà. L'imprimerie est libre en France, dit-on. Oui. Dit-on. Mais sous l'angle de cette ordonnance de référé qui nous parle de retirer plusieurs extraits, en réalité, on a interdit, on a censuré un ouvrage. Bon, et ça, ce n'est pas possible. Oui. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, et ce que nous attaquons, ce n'est pas l'ordonnance de 2013. C'est là la subtilité. Ce n'est pas l'ordonnance de 2013. C'est l'acte d'exécution de l'huissier. Parce que l'huissier, quand il exécute, il se comporte pas en pouvoir judiciaire, il exécute une décision judiciaire, mais c'est un acte qui relève de l'exécutif. Oui. Et il faut savoir que l'exécutif n'est pas le judiciaire, de même que le Fils n'est pas le Père, et le Père n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Fils. Oui. Voilà. Le Fils est Dieu, le Père est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais chaque personne est une personne autonome et indépendante. Voilà. Et donc l'exécutif n'est pas le judiciaire, il n'est pas le législatif, et il engage sa propre responsabilité en exécutant des actes illégaux. Vous voyez, c'est la théorie des baïonnettes intelligentes. Si on vous donne un ordre, par exemple, c'est un ordre illégal. Vous ne devez pas l'exécuter. Sinon, vous êtes coupable. Vous ne pouvez pas dire, ah, mais moi, on m'a donné l'ordre. Non, ça tient pas. Vous êtes responsable. Et non seulement vous vous engagez personnellement, en tant qu'huissier, mais vous engagez même la responsabilité de l'État tout entier, y compris le pouvoir judiciaire qui a commis l'erreur de rendre un acte illégal. Voilà. Donc, j'espère que là, j'ai donné une sorte de motif général clair sur, disons, la question de droit qui est aujourd'hui en cause. Oui. Voilà. Oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pensait au départ. Hein. Donc, ça, c'est une succession de bagarres judiciaires plus ou moins avortées. Donc, En fait, c'est quand vous avez attaqué la LICRA que ça s'est mal passé, quoi, en fait. Ça s'est mal passé très vite. C'est plutôt dès que la LICRA a attaqué. Parce que normalement. Non, mais je veux dire, dans la suite judiciaire. Non, non. En fait, c'est maintenant que nous allons savoir. Et c'est même pas maintenant que nous allons le savoir vraiment. C'est plutôt devant la Cour de cassation et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais non, l'acte 3 était une façon d'essayer, il fallait bien tenter quelque chose. Ça n'a pas eu de conséquences, parce que après, je me suis désisté et puis c'est tout. Oui. Donc, historiquement, il y a eu une première mise en vente qui a pris fin suite à l'ordonnance de 2013. Et puis une seconde remise en vente, une seconde mise en vente.
la mise en vente était suspendue, la suspension a cessé, et ça a été repris, et puis ça a cessé par épuisement du stock, hein. Et puis voilà, nous en sommes là. Moi, ce que j'espère, c'est que la Cour de cassation ou la Cour d'appel, hein, la Cour d'appel dira qu'effectivement, l'huissier ne peut pas exécuter le jugement de liquidation de l'astreinte prise en vertu d'une ordonnance qui est impossible à exécuter, parce que c'est une ordonnance illégale. Oui. Hein. Et ce faisant, nous pourrons, le Culture pour tous pourra reprendre l'impression et la vente du Salut par les Juifs de Léon Bloy. En attendant, la valeur des exemplaires existants qui ont été achetés monte. Je le répète, ce sont de véritables collectors. Et il n'en existe pas beaucoup. Oui. J'ai plus en tête le nombre d'ouvrages imprimés, mais ça dépasse pas les quelques centaines. Ah bon? Ah oui. Oui, oui. Non, je serais tenté de dire que pour l'instant, oui, le drame se déroule et nous n'avons pas encore le fin mot de l'histoire. Nous sommes, en tant que spectateurs, en plein suspense. Enfin, moi, je ne suis pas que spectateur, je suis aussi l'un des acteurs. Un petit peu acteur, oui. Mais c'est, parmi, je vous dis, 8, 9, peut-être 10 avocats, hein, quand même. Hein. Oui, oui. Je suis loin d'être le seul à intervenir, sans compter tous ceux que je peux, qui peuvent me conseiller à l'occasion. Hein. Oui. Et du côté de la LICRA, c'est toujours le même avocat ou c'est... Non, c'est pareil. Et puis il n'y a pas que la LICRA. Parfois, ils s'adjoignent SOS Racisme, le CRIF. Donc on a également, et puis ensuite les avocats au conseil, etc. Non. Alors du côté de la LICRA, j'ai pas fait le compte de tête. Déjà rien que pour la LICRA, je dirais 2, plus les avocats que mon confrère prend comme substitut. Oh là là. 5, 6, plus les autres. Non, on en a peut-être une quinzaine, une vingtaine. Et puis vous savez que ce sont des organismes qui peuvent avoir à certaines occasions besoin de se concerter, de faire des réunions. Moi, je ne sais pas combien, mais j'ai reçu des plaintes, par exemple, pour vous donner un exemple, des plaintes qui émanaient d'une organisation, bon, je détaille pas son nom, qui prétendait agir au nom de 50 avocats. Oui. Et on a vu des vidéos de certains organismes où on voit effectivement autour d'une table une vingtaine de confrères qui font des brainstorming. Oui. Vous voyez? Bon. Oui. Et puis nous avons contre nous quand même, sur certains dossiers, j'en profite, nous avons le ministère de la Justice. Oui. Le ministère de la Justice, oui, actuellement, nous avons un ministre qui a d'ailleurs, j'en profite pour donner une information importante, le pouvoir Hollande précédent avait, et puis je crois que c'est même Sarkozy, enfin je sais plus trop, mais au ministère de la Justice, on avait créé un appareil judiciaire quasiment de guerre, hein, pour lutter contre le terrorisme. On entendait par là le terrorisme islamique, d'accord? Et depuis quelque temps, au sein de ces organismes, ça veut dire des organismes qui ont plus de temps, qui ont plus de personnel, qui ont plus d'argent, qui ont vraiment plus de moyens, hein, on a visiblement une sous-section ou une section parquet, siège, magistrat instructeur, qui est consacrée à la lutte contre l'ultra-droite. Ah bon? Oui. Vous voyez, l'ultra-droite. C'est-à-dire, sous l'angle du terrorisme, oui. On peut arrêter, par exemple, vous et moi, Monsieur Buffet, Oui. si nous avions l'imprudence de dévoiler nos secrètes pensées et nos désirs quant à un changement de régime, par exemple, eh bien, ils nous en cuiraient. Parce que 2 personnes qui communiquent sur de pareils projets sont dans une association de malfaiteurs à visée terroriste. Oui. Vous avez aujourd'hui, je dirais, près d'une trentaine de personnes qui sont derrière les barreaux parce que des instructions se conduisent pour simplement avoir communiqué. Oui. Vous avez, par exemple,
vous avez Rémi Daillé, par exemple, Oui, qui a fait des vidéos un peu fantasques, hein, oui, sur oui, bon, ben voilà, ben il est derrière les barreaux. oui. Vous avez Denis Lang, qui a simplement déprimant tout seul chez lui, pris d'alcool du matin au soir, complètement isolé, ancien gilet jaune, dans le contexte du confinement et de l'aspect déprimant que ça a pu occasionner, l'alcool aidant, sur Internet, il a pu dire, écrire n'importe quoi. Bon, eh bien, il est en prison depuis plus d'1 an. Ah bon? Oui, et vous avez comme ça beaucoup d'exemples. Alors, je vous dis ça parce que là, vous avez effectivement un ministère entier. D'accord. Et je parle du ministère de la Justice, mais n'oubliez pas qu'au ministère de l'Intérieur, vous avez la DGSI. Oui. Et la DGSI, oui, mais la DGSI, on se dit, bon, ça va, moi je suis pas musulman, je n'ai rien à craindre. C'est- non, si vous êtes même catholique ou même athée, alors anarchiste, ça va. Mais Oui, attention, il faut pas être anarchiste de droite, hein. oui, 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 Bon, alors donc attention à l'ultra-droite, parce que les services de la DGSI s'occupent beaucoup justement de l'ultra-droite. oui, Vous voyez, et là pareil, je pourrais vous donner d'autres exemples, comme cet exemple d'une personne qui tenait un compte Twitter de manière anonyme, sous pseudonyme, qui ne faisait qu'avec 200 followers, 200 personnes qui le suivaient, mais des personnes haut placées. Hein. Il y avait des magistrats, parce que son fil Twitter était un très bon compte de réinformation. d'accord. Bon, oui. Et c'est un fil Twitter où vous aviez le juste Trévédic. Oui, Trévédic, ah oui, oui, c'est oui, Trévédic, hein, oui, l'ancien magistrat instructeur en matière de lutte contre le terrorisme, précisément. d'accord, oui, Bon, oui, bref, ce fil Twitter, et ça, de temps en temps, pour animer un peu, il se permettait un peu d'humour. oui. Vous savez ce que ça coûte de faire de l'humour, Ah ben, hein. oui, oui, La DGSI a enquêté. Elle s'est rendue compte que derrière le masque de cet animateur se cachait un greffier. Oui, ah un bon, greffier. Et le résultat, ça a été que le greffier a été arrêté au palais de justice, devant ses collègues, directement. Arrêté. Bon, les policiers n'ont pas osé lui passer les menottes. Ils ont oui, hésité, hein, ils avaient les menottes. Hein. Normalement, ils auraient pu lui passer les menottes. Et il a été, comme ça, emmené. Ce qu'il a sauvé, c'est d'être un solitaire. Mais s'il avait eu le malheur d'avoir des correspondants avec qui il aurait pu échanger un petit peu librement, oui, par mail même, hein, par mail, par SMS, bon, eh bien là, c'était bon pour lui, c'était du terrorisme. Bon. On a eu uniquement provocation à la haine raciale, injure raciale, etc. ah bon, Le classique. Oui, mais le jour même de son arrestation, et là je demande qui a prévenu la presse. Parce que le jour même, il en était question sur RTL et dans la presse. C'est-à-dire un greffier ultra droite, terrorisme, national-socialisme, etc. Vous voyez, racisme, voilà, oui, appel à la haine, oui, voilà. Dans la oui, presse, alors oui, qu'il avait parfaitement compartimenté sa vie, même sa vie privée, hein, sa vie privée et publique en tant que greffier, hein, oui, et son activité sur Twitter, qui était une activité où il ne faisait que relayer Thierry Messant, je sais plus, enfin toute une série de sites bien connus, hein, et puis des sites plus difficiles à trouver, des sites américains sur les questions de terrorisme, d'armement, de géopolitique, etc. Vous voyez. Bon, et simplement au milieu quelques petits traits d'esprit. Voilà. Eh bien, il a perdu son travail, il a été révoqué, hein, par le ministre de la Justice, c'est-à-dire Éric Dupond-Moretti. Et je repose la question lourdement, qui a prévenu la presse? oui, Parce que le motif de la révocation, c'est aussi le scandale. Mais par qui le scandale est arrivé? Vous voyez? Bon. oui, oui, Donc voilà, on en est là. On d'accord, en est là. Donc je rappelle,
qu'il faut être vigilant. Très prudent. Et on est, je vous le redis, on est dans une situation qui est oppressante. Oui. Qui est oppressante parce que la situation devient grave. Et c'est dans ce contexte-là que nous n'avons plus le droit de penser. Oui. Donc vous nous conseillez d'essayer de ne plus penser. Alors, Peut-être de penser à autre chose. Alors, en tant qu'avocat, je ne peux que conseiller aux gens de trouver des dérivatifs et de s'abrutir au maximum. Oui. Alors, s'ils sont célibataires ou divorcés ou veufs, ou veuves, moi je leur conseille de se retirer un temps du monde, c'est-à-dire le cloître, oui. le monastère. Je peux vous dire que dans les monastères, il y a de la place. Il y a de la place. Et là, ils pourront retrouver leur équilibre. Oui. Par une alimentation saine, régulière, par une vie communautaire, par la pratique de la confession, oui. Par la direction spirituelle, oui. Par le travail manuel et par la prière. Et je le répète, je ne crois pas à la pratique religieuse du bon paroissien. C'est bien d'être un paroissien, hein, Monsieur Buffet. Hein. Il faut les deux. Il faut aussi des gens qui soient dans le monde, qui se marient, qui aient des enfants. Mais la vraie pratique religieuse, c'est la pratique, comme son nom l'indique, c'est la pratique religieuse, c'est-à-dire c'est le monastère. Bon, donc il y a ça comme solution, surtout s'ils ont perdu leur travail, si leur travail devient insupportable. C'est une voie possible. Voilà. Ou sinon, eh bien, écoutez, il y a aussi le jusqu'au-boutisme, mais ça suppose la clandestinité. Oui. Deuxième voie, la clandestinité. Ou alors, troisième voie, c'est celle qu'avait choisi le professeur Faurisson, c'est le martyre. Oui. C'est-à-dire le sacrifice. C'est la voie qu'a choisi Soral. Oui. C'est le sacrifice. C'est-à-dire je perds tout. Je perds tout, je joue tout jusqu'au bout. Oui. Je mets ma vie en danger. Je perds. Regardez, ce sont des gens, les gens de Culture pour tous, les gens comme Soral, qui n'ont plus possibilité d'avoir de compte en banque. Oui. Parce que les banques ferment leurs comptes. Plus possibilité d'avoir de mutuelles, parce que les mutuelles les rejettent. Plus possibilité d'avoir d'assurance. Plus possibilité d'avoir un travail, etc., etc., etc. Ostracisés dans leur propre famille. Voilà. Ça, c'est le jusqu'au-boutisme. C'est une forme de jusqu'au-boutisme. Donc, la vie religieuse, la clandestinité, oui. Ou alors la publicité, oui. Mais c'est le martyre. Oui. C'est ce qu'a vécu Faurisson, avec le risque de subir le terrorisme. Oui. Le vrai. Oui. Le vrai. Parce que ce ne sont pas les sicaires qui manquent. Oui, J'emploie sicaire au sens très générique, oui. De l'illuminé qui, sous le coup de la propagande médiatique, va se livrer effectivement à une agression physique ou à un assassinat, mais pour une cause jugée bonne. Dans les médias, les politiques interviendront en disant il l'a bien cherché, il a eu ce qu'il méritait, etc. Voilà. Je sais pas si le compte est bon. 3. Oui. Je sais pas si je vois pas d'autres. D'autres possibilités. Après, non, parce que j'ose pas dire les médicaments ou l'asile psychiatrique. Oui, non, ça c'est pas. Je cherche des échappatoires à ça, mais les gens qui sont sous médicaments, moi je peux leur souhaiter, je peux pas leur conseiller d'arrêter les médicaments ou la drogue. Non. La drogue, l'alcool, les médicaments, parce que c'est si vous arrêtez ces 3 choses, la drogue, l'alcool et les médicaments, que vous êtes soudain confronté au choix. Oui. La religion, la clandestinité ou le martyre. Oui. De toute façon, on retombe dans parce que vous avez le suicide aussi, que certains choisissent. Mais là, c'est déconseillé, parce que c'est la pire des choses. Oui. C'est-à-dire, c'est une éternité de souffrance derrière. Oui. Voilà.
Et pas affronter la vérité, c'est ça. C'est l'enfer qui est promis à ceux qui se suicident. Voilà, tout ça pour penser. Comme à ceux qui tuent d'ailleurs. Oui. Comme à ceux qui tuent. Oui, ça dépend. Ça dépend oui. par quelle religion. Il y a des religions qui nous y autorisent. Oula. Non, mais ce qui peut arriver par contre, c'est qu'il y ait une guerre. Oui. Et en cas de guerre, si vous obéissez au commandement de l'autorité légitime, là vous devenez un soldat, oui. Un guerrier. Hein, bon. Et il y a pu y avoir par exemple la croisade. Là, vous avez le pape qui vous absout pour le fait de tuer. Bon, là, c'est différent. Oui. Vous devenez un soldat du Christ. En tant que soldat du Christ, vous pouvez évidemment tuer. La question ne se pose pas, vous êtes un héros. Mais si vous n'avez pas l'ordre et le commandement de l'autorité légitime, les agressions sont répréhensibles. Voilà, oui. Normalement. Hein. Oui. Voilà, je crois que on a essayé de faire un peu le tour, en restant prudent, hein, parce qu'il y aurait des excursus à faire, notamment sur le meurtre. Mais je préfère être prudent encore. Oui. Et rien que le fait de dire que je préfère être prudent pourra m'être reproché, parce qu'on dira mais qu'avez-vous sous-entendu derrière cette formule? On n'en sort pas. Oui. On n'en sort pas. Les temps sont durs. Voilà. On n'a pas évoqué d'autres possibilités, les jeux vidéo, oui. les achats compulsifs. Oui. Fréquenter les centres commerciaux, les grands magasins. Oui. Ça peut faire du bien aussi. Hein. Sortir le samedi après-midi dans les grandes villes, dans le centre-ville, dans les rues piétonnes. Je souhaite du plaisir. Voilà, donc nous saluerons ceux qui vont entrer aux religions, oui. Que j'espère nombreux, parce que je pense que c'est la bonne voie. Vous savez, Georges Sorel, qui était un anarchiste, disait que l'Occident, et Max Weber aussi le disait, l'Occident, qui n'est pas un catholique, en plus il était protestant, hein, l'Occident a toujours trouvé son salut par la religion, et quand on dit par la religion, c'est par les monastères. Voilà. C'est normal, c'est le seul lieu où vous pouvez retrouver votre équilibre physique, spirituel et intellectuel. Hein. Oui. Et j'exclus d'ailleurs, je suis désolé, hein, mais je peux donner mon avis, si vous le permettez, Monsieur Buffet. Oui. J'exclus, sauf pour ceux qui vont de manière authentique retourner à la nature et s'inscrire au syndicat agricole local, c'est-à-dire que véritablement vont devenir paysans. Hein, on peut, mais je crois assez peu à l'idée de comment on appelle ça, les bases autonomes durables. Oui. Voilà. Non, l'idée de comment le retour à la terre, Oui, alors le retour à la terre pour s'intégrer dans un tissu local, c'est-à-dire faire du commerce en fait, enfin faire du commerce, avoir une ferme et vendre ses légumes et ses fruits, etc. Bon, ça c'est très bien. Mais c'est une profession. Hein. Oui. Mais l'idée d'espèce de base autonome, de repli avec des barbelés et une communauté qui vit en autarcie, oui. Ça, je crois que c'est très mauvais. C'est un peu américain, ça. C'est très américain et c'est une ouverture vers à la fois le danger sectaire, le danger de la famille avec des dangers qu'on connaît. Hein, les familles isolées du reste du monde, c'est jamais très bon. Oui. Donc c'est pour ça que j'oriente, moi je pense que c'est pour ça qu'on a la vie religieuse. Et la vie religieuse, elle repose sur le célibat. Oui. Voilà. Donc je pense que vous n'avez pas d'alternative. C'est soit, si vous voulez vous couper du monde et être dans l'autre monde, c'est-à-dire en fait dans le royaume de Dieu, parce que le monastère c'est le royaume de Dieu sur terre. Hein. Oui. Et le royaume ici-bas, parce que comme on a dit, le Christ s'est incarné dans l'histoire. Donc le temps que nous vivons est un temps qui est l'autre temps déjà. Hein, c'est le temps béni, quoi. Enfin, je veux dire, oui. Nous sommes dans les temps divins. Et il n'y en aura pas d'autres. Oui. Donc ce sont ces temps-là pour lesquels il faut lutter. Et le royaume de Dieu, il est présent, et pas de manière mystique dans mon cœur. Non. Il est présent sur terre, concrètement.
il est présent dans le martyr et dans la religion, dans la vie monacale. Bon, mais il n'est pas présent dans les bases autonomes durables. Oui, oui, Il faut être sérieux. oui. Hein, la base autonome durable, c'est le meilleur moyen de se couper et de la religion et de la société, et c'est l'ouverture à tous les risques. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Bon. Mais c'est de toute façon manifestement sectaire. Hein, c'est forcément pris en main par des gens qui sont. Par définition. Oui, oui. Et ça se termine toujours de la même façon, c'est-à-dire à la fin, vous avez le GIGN qui donne l'assaut. Oui, oui, oui. Comme c'est arrivé aux États-Unis. Oui. Je crois que c'était il y a une vingtaine d'années. Il y avait une sorte de base autonome durable avec au centre quelqu'un qui se prenait pour le Christ. Oui. Parce que ça, c'est typique de l'hérésie. Hein. Oui. Dès que vous vous coupez de l'Église, à la lecture des Évangiles ou surtout de l'Ancien Testament, là, vous tombez tout de suite dans le délire. Ah ben non, mais dès que vous vous coupez des autres, hein, de toute façon. C'est ça. Mais quand vous avez un groupe de personnes qui se coupent du reste du monde, il y a un phénomène de secte, hein, de gourou, et très vite, on tombe dans n'importe quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est aussi le drame de la crise actuelle de l'Église, du fait que la plupart des évêques sont des vendus, que le pape est un vendu. Donc c'est ça la crise actuelle de l'Église. C'est très compliqué, hein. Oui, oui. C'est très compliqué, très très compliqué. Oui. Bon, mais dès que vous avez des groupes qui se coupent trop d'un réseau, notamment des évêques, eh ben bon, ça devient très très difficile. Oui. D'autant plus que dans l'Église conciliaire, les dérives que je décris sont tout à fait présentes. Hein. Vous avez les communautés charismatiques. Une communauté charismatique, c'est typiquement une base autonome durable. Oui, enfin oui. Non, mais ça revient exactement au même. Oui, non, mais j'ai des exemples. Je sais plus. On a eu le chemin neuf, etc. Enfin et à chaque fois, on observe qu'il y a des dérives. Et les dérives sont toujours les mêmes, c'est des dérives liées à l'argent et au sexe. Oui. Hein. L'humain manque beaucoup d'imagination, vous savez. On peut remarquer, c'est à peu près toujours les mêmes idées. Donc écoutez, voilà, bon, c'est pas plus mal que Le salut par les Juifs de Léon Bloy nous ait amené à ces méditations. Je termine par une lecture, puis on s'arrêtera là-dessus. Donc une lecture. C'est le chapitre 18 du Salut par les Juifs. Je ne vais lire que la page 59. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, écrivait Pascal. Le plus déplorable, je crois, d'entre les grands hommes qui se sont beaucoup trompés. Pensée d'une haute beauté triste que le jansénisme farouche, assurément, n'eût pas expliqué et qui ne pouvait être, à ses propres yeux, qu'une hyperbole de piété. Il serait peu facile, toutefois, d'exprimer à quel point cette combinaison de syllabes a le pouvoir d'obséder un cœur profond qui la supposerait plus qu'humaine. À force d'aimer, le Moyen-Âge avait compris que Jésus est toujours crucifié, toujours saignant, toujours expirant, bafoué par la populace et maudit par Dieu lui-même, conformément au texte précis de l'ancienne loi. Celui qui pend au bois est maudit de Dieu. Comment aurait-il pu ne pas abhorrer